temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Aujourd'hui, nous lançons une série de 5 épisodes dédiés aux entreprises confrontées aux risques cyber. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour nous accompagner Jean-Philippe Poirot. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. On est très heureux de t'avoir avec nous sur cette série de podcasts. On sait que tu as une très grande expérience professionnelle dans la cybersécurité. Est-ce que tu peux te présenter autour de ce que tu as fait jusqu'à maintenant en cybersécurité? Merci Ilan. Donc, j'étais il y a quelques mois encore le CEO d'Atos Big Data and Cyber Security, donc la division en charge de la cybersécurité. Auparavant, avant Atos, j'étais l'un des exécutifs chez AWS, travaillant auprès du CEO en DJC, où j'ai créé la deuxième division mondiale dans le domaine des télécoms. Et depuis le début de l'année, j'ai créé mon entreprise en conseil dans le domaine de la cybersécurité. Donc une expertise très variée, big data, ce qui est aussi la gestion de la menace face à ces données. On va en reparler dans cet épisode. Je précise que nous enregistrons ce podcast à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Jean-Philippe, tes équipes ont été impliquées dans la sécurité des JO. Est-ce que cette dimension cybersécurité est un élément important dans la protection de ces Jeux Olympiques? Alors, les Jeux Olympiques, c'est un événement en effet majeur. On est ravis que ces Jeux se déroulent à Paris et je pense que ça va être un événement extrêmement réussi. Alors, mes équipes étaient impliquées, sont toujours impliquées dans la protection en termes de cybersécurité des Jeux Olympiques. C'est en effet un enjeu important. C'est un enjeu important de protection de la cyber et des données. À titre d'exemple, quelques chiffres à avoir en tête. Jeux Olympiques au Brésil, 400 alertes par seconde. Alors je dis bien alertes, hein, c'est pas des incidents de sécurité, c'est justement des alertes. Le jeu de Tokyo, 800 alertes, et depuis quelques jours, on est déjà à plus de 1500, donc dans l'environnement des Jeux Olympiques français. Donc ce sont que des alertes, hein, ce ne sont pas des incidents vraiment de sécurité, mais ça veut dire que c'est des volumes importants à traiter par seconde. Alors 1500 alertes par seconde, ça demande de manière évidente des équipes avec des moyens matériels, moyens informatiques, mais aussi surtout des équipes humaines, la ressource humaine pour gérer, mais même en ayant des équipes qui seraient investies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je ne doute pas que ce soit le cas pour cette période exceptionnelle des Jeux Olympiques, comment on peut gérer autant d'alertes? Alors là, on est au cœur du débat de la modernité technologique, hein. J'imagine qu'à un moment, on abordera l'intelligence artificielle et le machine learning, qui sont en fait des outils qui sont à notre disposition, mais aussi à la disposition Des des hackers, hein. hackers, Bah oui. et qui les utilisent malheureusement. Et donc, en effet, vous avez entièrement raison, c'est pas possible de traiter plus de 1000 alertes par seconde de façon uniquement humaine. Il faut avoir des outils automatiques, et donc l'intelligence artificielle et le machine learning nous permettent de traiter l'ensemble de ces événements. Et sachant que dans ces événements, il y a plus de 90% ce qu'on appelle des faux positifs, qui sont en fait des événements faux, sans conséquence. Et puis il y a 10% à peu près à investiguer. Et dans les 10%, il y a quelques événements qui sont des vrais incidents. Donc il faut arriver à filtrer tout cela et pas user l'humain dans cette tâche colossale à faire en quelques secondes. Alors, en moyenne, je suppose qu'il y a une complexité des attaques. Euh, Quand on a justement cette alerte et quand on a repéré un incident, ça prend combien de temps pour le définir, pour le gérer, pour mettre en place des mesures qui vont permettre de contrer, ou en tout cas d'isoler la menace? Est-ce qu'on a une idée à peu près de combien de temps ça prend? Alors ça dépend bien sûr de la complexité de l'événement et de l'incident, mais ce que l'on voit, c'est que même que quand l'incident a été qualifié et qu'il faut arriver à le définir et puis comprendre à peu près quelle est la pertinence de l'incident, quand on le fait de façon humaine, ça peut prendre quand même jusqu'à 15-30 minutes. Si on le fait avec des moyens automatiques d'intelligence artificielle, on arrive à traiter l'incident en quelques minutes, 2-3 minutes.
Donc on voit vraiment Donc le décalage, il y a une grande différence, parce que 30 minutes, j'allais dire, dans le monde du numérique, pour diffuser une attaque, c'est déjà énorme. Oui, alors entre-temps, on a bloqué. Donc entre-temps, on prend des mesures de blocage d'isolement qui permet de protéger. Mais pour avoir une pertinence d'analyse, il faut quand même du temps humainement. Il faut moins de temps quand on a des moteurs entraînés, d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, même indépendamment de cette situation exceptionnelle des Jeux Olympiques, on a malgré tout des moyens numériques qui augmentent, donc une surface d'attaque qui augmente, avec des hackers qui ont, tu l'as dit, des moyens équivalents en intelligence artificielle, en machine learning. Euh, on se rend compte que aujourd'hui en France, un chiffre très rapide, selon le dernier rapport du César, près de la moitié, donc 49% des entreprises françaises, ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2023. Ce qui m'amène à ma nouvelle question. Quelles sont les premières mesures que doit mettre en place une entreprise contre une cyberattaque? Et je suppose qu'il y a quand même une différence, même en termes de moyens, entre des grandes entreprises qui ont pris le sujet à bras-le-corps et tout cet écosystème de très petites entreprises, de TPE ou de PME. Mais justement, si on s'adresse à celles-ci qui ont peut-être un risque cyber, qui ont un peu plus de difficultés à gérer, quelles sont les premières mesures efficaces à mettre en place? Bien, tu as déjà mentionné, Ilan, un point sensible. Tu as parlé de la surface d'attaque. Et l'un des problèmes aujourd'hui auxquels sont confrontés les CIO ou les CISO d'entreprise ou même les CEO Les d'entreprise, responsables de la sécurité des systèmes d'information, exactement, pour expliquer RSSI. clairement, et les RSSI, c'est de connaître la surface d'attaque de l'entreprise. Et cette surface d'attaque a extrêmement évolué. Autrefois, les données étaient très centralisées sur des computers et des data centers. Et puis maintenant, les données sont distribuées. Le nombre de devices et d'objets connectés a augmenté, hein, à la fois en termes de PC, de mobiles, hein, des téléphones portables et puis d'objets connectés. Et donc la source d'entrée d'une attaque s'est complètement diversifiée. Et pour les petites entreprises, très souvent, ce que l'on voit, c'est que la première question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous connaissez le périmètre et votre surface d'attaque potentielle? Et très souvent, l'entreprise n'a pas d'inventaire de cette surface d'attaque très précis. Donc ça commence déjà par là, c'est de connaître sa maison, combien il y a de portes et de fenêtres dans sa maison potentielle d'entrée, sachant que ces portes et fenêtres évoluent tous les jours. Donc c'est déjà maîtriser cette surface d'attaque. Et puis le deuxième point sensible, c'est de protéger en fait les points d'accès. Donc déjà, ce qu'on appelle les endpoints, hein, donc les points d'entrée, il faut déjà pouvoir les protéger. Donc c'est déjà deux points élémentaires. Et puis le troisième point, souvent que l'on demande à un CEO d'entreprise, hein, c'est on est passé dans un monde digital, donc la valeur de votre entreprise ne réside plus forcément sur des assets et des objets matériels, mais plutôt sur des données. Est-ce que vous savez où sont vos données sensibles et les données qui représentent la valeur de votre entreprise? Est-ce que ces données sensibles sont protégées? Est-ce que, en cas d'attaque, vous pouvez redémarrer votre entreprise à partir de données qui ont été sauvegardées correctement? Très souvent, la réponse est non. Les entreprises ne savent pas exactement où sont toutes leurs données sensibles, où elles sont stockées et comment elles sont sauvegardées et protégées. Donc il y a un manque de moyens donnés, en tout cas qui est donné par l'entreprise au risque cyber, et ça pose la question de la sensibilisation. Absolument. Est-ce que cette sensibilisation, selon toi aujourd'hui, est suffisante, notamment chez les dirigeants d'entreprise? Pourquoi je parle des dirigeants d'entreprise? Parce que c'est eux qui finalement décident d'accorder ou non un budget à la cybersécurité. Alors c'est un point extrêmement sensible que tu viens de mentionner, parce que dans beaucoup d'entreprises, quelquefois la fonction, ce qu'on appelait de CISO, de RSSI, a été définie, mais elle a été quelquefois réduite à plutôt une approche de qualité, en fait, hein, contrôle qualité, contrôle de conformité aux normes, pas forcément des budgets dédiés. Et quand on demande à un CEO d'entreprise, est-ce que vous avez même ce qu'on appelle un dashboard ou une mesure d'indicateur de surveillance de votre cybersécurité en dynamique, hein, c'est-à-dire est-ce que vous savez si tous les jours votre entreprise est potentiellement sous attaque ou pas sous attaque? La plupart en fait des présidents d'entreprise ne le savent pas. Donc le budget dédié n'est pas toujours complètement existant, il est souvent un sous-ensemble du budget de l'IT. Et là, les présidents de société sont confrontés à un arbitrage, puisqu'en fait, il faut soit investir dans l'IT, soit investir dans la sécurité. Mais la sécurité ne peut pas être sous-dimensionnée par rapport aux enjeux que l'on voit aujourd'hui, qui est la protection des données sensibles d'entreprise. Alors justement, tout à l'heure tu distinguais bien le côté matériel et immatériel. J'ai l'impression qu'en cybersécurité, on est passé, j'allais dire, d'une protection périmétrique
protection des systèmes. Sur le modèle, on parle souvent de défense en profondeur, comme un château qui a différentes défenses, et on essaye de stopper la cyberattaque avec différents... alors c'est des pare-feux, mais pas que, il y a d'autres outils qui sont utilisés. On est passé de ce type de protection à une protection des données. Alors, est-ce que ça s'imbrique? Qu'est-ce que ça change finalement de passer de cette protection périmétrique des systèmes, de l'IT, de l'OT aussi pour les secteurs concernés, à une protection des données? Bien, ça change, ça augmenter la complexité. Donc, ça change beaucoup de choses en fait dans les mesures à prendre pour un dirigeant d'entreprise pour protéger son entreprise, puisqu'autrefois c'était un peu plus simple, les données résidant sur des computers ou résidant dans des data centers, on protégeait le data center, on protégeait au niveau périmétrique, on mettait des firewalls et ça protégeait quand même bien l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise et ses données sensibles circulent, donc les données ne sont pas statiques, et donc il faut savoir protéger les données en stockage, les données pendant l'exploitation de ces données et les données en mouvement. Et donc ça, c'est quand même une grande complexité nouvelle pour les différentes entreprises. Beaucoup d'entreprises ne savent même pas toujours si elles utilisent de l'encryption sur les données. Alors certaines se réfugient en disant eh bien je vais mettre toutes mes données dans le cloud, ou je vais passer dans le cloud et en mettant dans le cloud, je vais être protégé. Il y a souvent une méconnaissance, c'est que les cloud providers ne protègent pas les données de l'entreprise, ils offrent des outils à disposition de l'entreprise pour protéger leurs données, mais si ces outils sont mal exploités par l'entreprise, eh bien il est de la responsabilité de l'entreprise la cybersécurité sur ces données. Et cette méconnaissance globale a augmenté la complexité. Il faut savoir que aujourd'hui, si on regarde le panorama en fait, des entreprises logicielles dans la cybersécurité, il y a plus de 4000 entreprises software dans la cybersécurité, ce qui fait qu'une petite entreprise est un peu perdue dans ce landscape très large des solutions offertes. Et quand on complexifie, en fait, on regarde la complexité que l'on a, qui est passer de la protection périmétrique à une protection autour des données, au monde du cloud et à ce panorama de 4000 sociétés de cybersécurité, que faire? Et c'est là la grande question pour un dirigeant d'entreprise, que faire? Je précise aussi parce qu'on a souvent tendance à croire que la cybersécurité, c'est uniquement et exclusivement du technique, de la solution technique. Les experts, de nombreux experts, alors qu'ils soient liés au secteur public, au privé, des chercheurs académiques, disent souvent, et ils s'accordent sur ce point, que le parent pauvre, ça reste l'humain. Ça reste l'humain, la sensibilisation de l'humain, l'application des politiques de sécurité. Est-ce que dans les différentes expériences que vous avez été confronté justement à cette importance de l'humain en cybersécurité? Alors, c'est une question fondamentale que tu poses. Puis, en fait, il y a plusieurs facteurs qui apparaissent dans le domaine de la cybersécurité. Le premier facteur, c'est qu'il n'y a pas assez d'expertise mondialement. Et en Donc un manque France, de talent en fait. On a un il manque y de a un talent manque au de niveau talent. mondial. Il y a un manque de talent et il y a un manque de talent formé, puisqu'en fait, comme je disais à l'instant, comme la technologie évolue très vite, hein, il y a un besoin de formation permanent. Ça, c'est le premier point qui est clé. Donc il y a du travail, déjà Il c'est y une a bonne énormément chose. de travail. Il Il y faut le a dire, on le il y dit a pas énormément de suffisamment, travail. mais il y a du travail en cyber. Oui, il y a énormément de travail. On voit d'ailleurs que c'est un domaine d'activité qui a des vecteurs, qui a un vecteur de croissance hein, de plus de 30% par an. Donc il y a du travail, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et la technologie augmentant chaque jour, la complexité augmente, donc il y a besoin de nouvelles solutions. Donc le problème pour les petites entreprises, c'est de trouver de l'expertise et de se payer l'expertise. Souvent, ils n'ont pas les moyens de se payer toute l'expertise, donc il y a aussi un besoin de trouver des acteurs externes qui vont les accompagner et qui vont leur offrir un service de qualité externalisé. Et je dis bien de qualité, puisqu'on rejoint ce problème de l'expertise. Alors derrière ce problème de l'expertise, il y a ce qu'on mentionnait au tout début, c'est que même les experts aujourd'hui, comme ils sont confrontés à un volume d'attaques très important, y compris avec des faux positifs, quand vous êtes dans ce qu'on appelle un Security Operations Center, où vous traitez justement toutes les attaques arrivant, eh bien, les personnes se fatiguent si elles ont à traiter uniquement des faux positifs. Donc il faut des outils derrière, donc les fameux outils d'intelligence artificielle et de machine learning, qui permettent d'accompagner l'expert pour le faciliter à son travail et qui se concentre essentiellement sur la valeur ajoutée. Donc on voit qu'on a une combinatoire entre l'humain, en formation permanente, en développement d'expertise, et des outils, et la compréhension du marché des outils, pour développer une solution intégrée qui apporte vraiment de la valeur au client final. Et c'est ça en général que la petite entreprise ne peut pas se payer, parce que c'est trop cher pour sa taille, et c'est pas forcément aussi
où c'est difficile d'accès, ou c'est dans des domaines trop distants de son cœur de métier. Une entreprise qui vend des sacs à main ou du luxe, c'est pas son expertise d'être dans le monde profond de la technologie et de la cyber. Donc on voit bien qu'il y a ce besoin d'accompagnement. Et pourtant, elle est concernée. Je pense qu'on reviendra dans un prochain épisode justement sur peut-être les défis inhérents à la position de ces TPE et PME qui ont moins de moyens, parfois pas la connaissance ou la sensibilisation suffisante. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Jean-Philippe, merci. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié aux entreprises face aux risques cyber. Merci beaucoup. Mm-hmm.